Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi. Philippe de Villiers, tout s'accélère au Proche et au Moyen-Orient. Ce vendredi, le régime islamique iranien annonce la réouverture du détroit d'Ormuz. Dans le même temps, cette initiative a été saluée par Donald Trump, omniprésent sur les réseaux sociaux ce vendredi. Le président américain qui, dans le même temps, a annoncé déminer le détroit. L'Iran, avec l'aide des États-Unis, a retiré ou est en train de retirer toutes les mines marines. Merci. Alors qu'à Paris, une réunion réunissant une trentaine de pays sans les Américains laissait entrevoir la création d'une force multinationale pour le détroit d'Ormuz, une force pacifique et défensive pour sécuriser le détroit. Écoutons Keir Starmer, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Nous demandons tous la pleine réouverture immédiate, inconditionnelle, par toutes les parties du détroit d'Ormuz. Nous demandons la restauration des conditions de libre passage qui étaient en vigueur avant la guerre et le plein respect du droit de la mer. Avec la France, le Royaume-Uni prendra la tête d'une mission multinationale afin de protéger la liberté de navigation dès les conditions réunies. Il s'agira d'une mission strictement pacifique et défensive destinée à rassurer le transport maritime et à soutenir les opérations de déminage. L'Italie offre, dans le cadre que je viens d'évoquer, sa volonté de mettre à disposition ses propres unités navales, sous réserve bien sûr de l'autorisation parlementaire requise par nos règles constitutionnelles. Cet engagement s'inscrit dans la continuité du travail que nous avons déjà accompli pour défendre la liberté de navigation. Une telle participation pourrait consister en des opérations de déminage et de reconnaissance maritime. Nous en avons les moyens. Nous prendrons donc part aux discussions de planification militaire qui se poursuivent et souhaiterions également voir les États-Unis d'Amérique y participer si possible. Nous estimons que cela serait souhaitable. Et dans le même temps, en pleine conférence de presse, Donald Trump tweet « Maintenant que la situation sur le détroit d'Ormuz est terminée, j'ai reçu un appel de l'OTAN demandant si nous avions besoin d'aide. Je leur ai dit de garder leur distance, à moins qu'ils ne veuillent remplir leurs navires de pétrole. Ils ont été inutiles quand on avait besoin d'eux. Un tigre de papier. » Philippe de Villiers, que faut-il comprendre de cette séquence ? Moi, je pense que c'est Madame Meloni, qui est italienne, et qui leur a glissé l'idée à Macron, Merz et aux autres, pendant que Trump et les Iraniens sont en train de résoudre le problème du détroit d'Ormuz, nous, on pourrait jouer l'opéra bouffe célèbre, que vous connaissez peut-être, des carabiniers italiens, l'opéra bouffe de Offenbach, avec le refrain qui revient « Nous arrivons toujours trop tard, nous arrivons toujours trop tard ». C'est le carabinier italien. Voilà. Et depuis, c'est une expression ah, vous êtes comme les carabiniers italiens. Alors là, on a les carabiniers italiens. Et en fait, c'est la reproduction, dans le couloir, vous m'avez dit ça, à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, vous vous souvenez, il y a les Russes et les Américains qui discutent du sort de l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, il y avait une réunion à Paris avec Macron. Et en fait, le jeune Macron, quand il était au Touquet, et qu'il était sur scène, sur les planches, un jour, son souffleur, qui était sa souffleuse, lui a glissé un mot de Louis Jouvet. Le théâtre, c'est le verbe. Et en fait, il ne peut pas se défaire de cette phrase qui est pour lui un leitmotiv. Le théâtre, c'est le verbe. Et donc, c'était assez amusant. Pour ça que les téléspectateurs ont peut-être été surpris de me voir rire, mais on voit que tout se décide là-bas, du côté d'Ormuz, entre les Américains, les Iraniens, etc., les pays du Golfe. Et pendant ce temps-là, on a à Paris un simulacre. En fait, un simulacre de la puissance, qui est une démonstration de l'impuissance de tous ces pays qui, en réalité, ne pèsent plus sur l'événement. Voilà. Et alors, si on devait parler de vase, je dirais que c'est la vase à 3 temps, Macron. Premier temps, il envoie un porte-avions, des frégates à Chypre, vous vous souvenez, pour dire, ça y est, on va intervenir, on va sécuriser le détroit d'Ormuz.
Puis ensuite, deuxième temps, on fait marche arrière, on dit non, on n'est pas concerné par cette guerre, ce qui était justifié, judicieux. Et puis maintenant, troisième temps, allez, on va aller débloquer le détroit d'Ormuz. Donc il y a les bloqueurs iraniens, le blocus américain et les débloqueurs européens. Seulement c'est trop tard, ça se passe ailleurs. Voilà. Oh, là, c'est pénible. Moi, si j'étais électeur de base, je me dirais, mais ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Tous ces Européens. Cette Europe-là, elle est en train de mourir. Elle meurt d'ennui. Elle meurt d'être à côté de la plaque. Elle est sortie de l'histoire. Philippe de Villiers, pourquoi Donald Trump a-t-il accéléré le processus pour aller vers la paix? Et je connais votre prudence qui vous anime, pour ne pas dire scepticisme parfois, prudence qui vous anime depuis le premier jour de cette guerre. Alors en fait, en essayant de réunir un certain nombre d'informations, je vous réponds que Donald Trump s'est rendu à des raisons économiques et à des raisons géostratégiques. Les raisons économiques, c'est que, en fait, nous sommes devant, il le découvre comme nous, devant une crise qui n'est pas une crise pétrolière ou une crise gazière. On a tôt fait d'identifier cette crise au choc pétrolier de 1973 ou au choc pétrolier de 1979. Or, cette crise, elle est d'une autre nature. Pourquoi ? Parce que on est passé du pétrole à la pétrochimie. En fait, aujourd'hui, je m'aperçois tous les jours, les usages du pétrole ne sont plus les mêmes. Quand je dis on est passé du pétrole à la pétrochimie, on peut donner l'exemple des engrais qui étaient faits avec de la carbochimie. Maintenant, c'est fait avec de la pétrochimie. Il n'y a plus d'engrais naturels ou très peu. On pourrait donner l'exemple de l'hélium pour les boîtes électriques, pour les puces électroniques, etc. En fait, c'est une crise pétrochimique, donc ça touche beaucoup plus de secteurs. C'est une crise industrielle, puisqu'il y a la destruction de nombreuses raffineries qu'il faudra reconstruire, donc on sait d'ores et déjà que ça prendra beaucoup de temps pour sortir de la crise. Et puis c'est une crise logistique, puisqu'il y a des méthaniers, des pétroliers, mais aussi des porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz. Il faudra là aussi beaucoup de temps. Et puis c'est une crise inflationniste, parce que la défaillance la rareté du kérosène va peser sur le prix des billets d'avion durablement et donc freiner le tourisme international, notamment pour la France, 100 millions de touristes. Et puis c'est une crise, je dirais, planétaire. Et ça, c'était pas du tout prévu par Trump. Planétaire parce que ça touche l'Inde, ça touche la Chine, ça touche la Corée du Sud, ça touche le Japon surtout. Et puis c'est une crise planétaire parce que ça touche les plastiques, ça touche tous les secteurs, la moitié de la production manufacturée du monde. Et donc, en réalité, Trump a découvert qu'il était en train de déclencher avec l'Iran, et l'Iran a fait la même chose, le même raisonnement, en train de déclencher une crise comme on n'en a jamais vu. Parce qu'aujourd'hui, la crise de l'énergie n'est pas une crise de l'énergie, c'est beaucoup plus qu'une crise de l'énergie. Mais il y a une deuxième raison qui est plus importante à mon avis. C'est que, en fait, le Kriegspiel, pour reprendre l'expression de Jacques Sapir, était établi sur une erreur de jugement. C'est-à-dire que Trump pensait vraiment, comme les Israéliens, faire une guerre de quelques jours. Et la guerre a duré beaucoup plus longtemps. Conséquence, l'armement précieux des missiles s'épuise au bout d'un mois. Exemple, ils ont tiré 2400 missiles patriotes. On en fabrique aux États-Unis 650 par an. Donc on arrive au bout. Ensuite, les missiles de croisière, ils en ont tiré 3500. Il en reste 400. Mais surtout,
le problème de la guerre, quand elle dure, vous avez le choix entre l'escalade et la désescalade. L'escalade, c'est quoi? C'est l'escalade horizontale. On étend la guerre aux pays du Golfe, donc c'est beaucoup plus compliqué pour les belligérants d'arrêter cette guerre. Et l'escalade verticale, c'est quoi l'escalade verticale? Une fois qu'au bout d'un mois, vous vous dites « j'ai plus assez de munitions », on passe au stade suivant. Ça, c'est le stade suivant, c'est le nucléaire. Et donc, je pense qu'on est arrivé au moment où la désescalade, c'est l'enjeu majeur, parce qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut éviter que l'escalade aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au danger suprême, l'utilisation du nucléaire tactique, pour en finir avec la poussière, comme dit Trump, à propos des 450 kilos. Voilà. Donc, moi, je souhaite de tout mon cœur, j'espère qu'il n'y a pas de bluff, et que des deux côtés, du côté de l'Iran, qui est épuisé, en fait, et du côté des États-Unis, il y ait la volonté, la vraie volonté d'aller jusqu'à la paix. Pour ça, il faut deux choses, résoudre le problème, enfin, en tout cas, l'apparence du problème des 450 kilos d'uranium enrichi, quitte à payer, sans le dire. C'est ce que dit Trump. Bon. Et puis, deuxièmement, rétablir la liberté sur le détroit d'Ormuz. Parce que si ça se trouve, on va apprendre que le détroit d'Ormuz est libre, mais que les Iraniens ont installé un péage. Et là, c'est un redoutable précédent pour toutes les mers du monde, détroit de Taïwan, etc. Donc, il faut être très, très vigilant, très prudent. Mais je pensais tout à l'heure à une chose, c'est qu'il y a des chaînes de télé, des chaînes d'infos, en fait, qui misent tout sur l'international et qui misaient sur un conflit durable. Et ce qui me fait penser qu'on va plutôt vers la paix, c'est qu'ils faisaient la gueule tout à l'heure. C'est un jour de deuil pour certains éditorialistes aussi. Vous savez, l'anti-Trumpisme primaire, c'est un jour de deuil aujourd'hui. Genre compliqué. Tu voyais par exemple le député Bernard Guetta, qui expliquait oh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'information vient de tomber. Je vous donne la parole dans un instant, Geoffroy. Le Liban travaille à un accord permanent après le cessez-le-feu avec Israël. Et justement, la question, Geoffroy, c'est sur le Liban. Et justement, Donald Trump dit interdire à Israël de bombarder le Liban. Alors, on connaît votre attachement au Liban, vous l'avez raconté ici, vous avez la nationalité libanaise. J'imagine que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais là aussi, méfiance. Voilà. Il m'arrive souvent de parler avec Fouad Abounader, il a fait un papier dans le Figaro absolument remarquable, et avec Michel Fayad, qui intervient sur cette antenne, et je m'en réjouis parce qu'il est vraiment brillantissime. En fait, la question se résume à la manière de désarmer le Hezbollah. Donc il y a trois options pour désarmer le Hezbollah. Parce qu'une fois qu'on aura désarmé le Hezbollah, la paix revient au Liban. Première option, c'est l'option israélienne. Je n'y crois pas, parce que ça obligerait l'armée israélienne à remonter jusqu'au Hermel, c'est-à-dire au nord de la Beka, tout au nord du Liban. Ça supposerait donc une invasion par Israël du Liban. Ça me paraît complètement exclu. La deuxième option qui me fait très peur, ainsi qu'à tous les Libanais, c'est l'option syrienne. Parce qu'en fait, le dénommé Joulani, qui est un personnage trouble, est ami avec Trump, et il essaye actuellement de séduire Trump pour dire à Trump « moi, je vais résoudre le problème du Liban ». Et donc, les Libanais ont un très mauvais souvenir de la Syrie, et très ancien. Donc, si Joulani explique que lui va désarmer le Hezbollah, là, c'est très grave. Et la troisième option, c'est l'option française. L'option française, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un simulacre à Paris, Macron, il ferait mieux de s'occuper du désarmement du Hezbollah en réarmant l'armée libanaise. L'armée libanaise
Vous vous rendez compte que les officiers sont payés par les États-Unis et le Qatar. Et ils n'ont rien pour se défendre. Ils sont 80 000 contre peut-être 25 000 soldats du Hezbollah, mais qui sont armés jusqu'aux dents, le Hezbollah. Et donc, en fait, ce que devrait faire la France, c'est former une coalition internationale pour aider l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah. Voilà, c'est concret ce que je dis, mais c'est ce que souhaitent aujourd'hui tous les Libanais, quelle que soit leur confession. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les dernières informations concernant la guerre au Proche et au Moyen-Orient. Parlons à présent des conséquences économiques et notamment la capacité de la France à faire face à ces crises successives. Les Français paient au prix fort le renchérissement des hydrocarbures. La classe politique avoue son impuissance, ligotée par l'endettement accumulé depuis des années. Quoique, ce vendredi, Sébastien Lecornu a promis un paquet d'aides pour le mois de mai. Je vous propose d'écouter le Premier ministre sur le perron de l'hôtel de Matignon. J'ai donné cet après-midi justement instruction aux différents membres du gouvernement de préparer un prochain paquet d'aides pour le 1er mai précisément. Pour le mois de mai, on avait dit que nos aides étaient renouvelables avec toujours la même philosophie, un soutien à l'activité par filière. Vous avez en tête les agriculteurs, vous avez en tête les transporteurs, vous avez en tête les pêcheurs. Je souhaite même que pour certaines professions, on aille sans doute un peu plus loin parce que l'endurance devient difficile. Vous voyez les pêcheurs, certains commencent à verbaliser le fait que ça va devenir compliqué de ressortir en dépit de l'aide que nous avons déjà mis sur la table. Il y a un enjeu sur le BTP, globalement ce qu'on appelle le rouge, le GNR, sur lequel je souhaite que les ministres puissent faire des propositions. Le ministre Serge Papin d'ailleurs est ici, il va rencontrer, et j'ai demandé à l'ensemble des ministres de rencontrer les différents acteurs et les différentes filières. 19h16, on poursuit évidemment notre émission avec Philippe de Villiers et Geoffroy Lejeune. Geoffroy. Philippe, d'où vient selon vous l'incapacité du gouvernement à répondre aux urgences de la situation mondiale ? Ouais, ça vient du piège dans lequel la classe dirigeante s'est mise il y a 50 ans. Si vous voulez, on peut faire un petit voyage pour vous répondre. En quelques étapes clés, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui ont connu cette période, qui ont plus de 50 ans, et pour dire aux jeunes gens, aux jeunes Français, regardez tout ce qu'il ne fallait pas faire et tout ce qu'ils ont fait. C'est terrible. Ça commence... Alors, en fait, j'ai envie de commencer autrement. J'ai envie de dire, en fait, on a perdu le pire pour une nation qui se veut prospère et libre. On a perdu la conscience nationale et l'indépendance nationale. La conscience nationale, c'est-à-dire que nos politiciens, quand je parle avec eux, ils pensent marché, ils pensent global, ils pensent monde, ils pensent pas France. Plus du tout. Ils pensent chaîne de valeur globale. Ils ont une vision planétaire. Ils n'ont plus du tout la vision des intérêts vitaux. Et c'est ainsi qu'ils se font rejoindre par l'événement. Et ensuite, l'indépendance nationale. Vous vous souvenez, au moment du Covid, il y a eu un traumatisme. Pourquoi ? Parce que tout à coup, la classe politique a découvert que le paracétamol, il n'y en a plus chez nous. Et il fallait aller chercher le Doliprane en Chine. Et même les masques. Et donc là, on s'est dit, en fait, les chaînes de valeur globale, le globalisme, ça marche quand la mondialisation est heureuse, qu'on est dans la paix perpétuelle, par le doux commerce. Mais quand la mondialisation devient malheureuse, alors le concept de l'indépendance nationale devient vital. Alors maintenant, le petit voyage. Première étape, 1973. 1973, c'est le premier choc pétrolier. Pompidou répond avec fermeté le plan Messmer. Le plan Messmer, c'est quoi ? 54 ou 58 réacteurs et l'hydroélectricité, c'est-à-dire une énergie pas chère, bon marché et décarbonée déjà à l'époque. Ensuite, deuxième étape, la haute trahison, c'est 2011. C'est Hollande qui traite avec les écolos et qui fait 3 promesses. Première promesse, d'ici 2025, on supprime 24 réacteurs. Deuxième promesse, le tout éolien. Et
la troisième promesse, on en finit avec les autres énergies, hydroélectricité, etc. 2020, troisième station du voyage. 2020, c'est en fait la fermeture de Fessenheim. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour la France? Ça veut dire qu'on va devenir petit à petit un protectorat climatique chinois. Panneaux photovoltaïques et éoliennes. Je vous donne un petit détail, mais qui dit tout, que personne ne sait, c'est que dans une éolienne, il y a les rotors et les aimants. Et dans les aimants ou les rotors, il y a des terres rares. Au moins 3. Et les terres rares, elles viennent de Chine. Donc en fait, on est pris à la gorge. Quatrième date du voyage, 2023. Très important. C'est la date clé. Pourquoi? Parce que là, on bascule dans l'Europe allemande. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Allemagne, après Fukushima, a décidé d'en finir avec ses 20 centrales nucléaires et elle ferme la dernière en 2023. Et à partir de cet instant, l'Allemagne se dit on va tuer l'avantage comparatif de la France. Donc la stratégie est la suivante. La stratégie allemande est la suivante. On arrête le nucléaire et on prend le gaz russe à la place. Nord Stream, etc. Et en même temps, on verrouille les institutions européennes avec le couple germano-allemand. Von der Leyen, Merz. C'est du beau travail. Ensuite, on décide de détruire le monopole d'EDF. Demandez à M. Proglio ce qu'il en pense. Lui qui était un président si talentueux, avec le sens de l'intérêt général. Et enfin, on infiltre Bruxelles avec des lobbies écolos pour pouvoir parvenir à la situation actuelle, c'est-à-dire 60% des éoliennes sont mises en œuvre par des entreprises allemandes. C'est une manière d'occuper le territoire français avec la présence allemande à travers l'énergie 22. Et puis enfin, dernière date, là aussi 2023, coup de génie de Trump. Premièrement, Trump accueille l'explosion de Nord Stream 2 comme une bénédiction. On ne sait pas qui a fait le coup, mais en tout cas, ça bénéficie aux Américains. Ensuite, les Américains, auparavant, ont infligé des sanctions russes pour nous obliger à prendre du gaz liquéfié américain qui est 3 fois plus cher que le gaz russe. Voilà. Donc en fait, c'est une manipulation gigantesque dans laquelle on s'est laissé bercer. La France est tombée dans un piège incroyable. Elle n'a pas pensé à sa liberté, à son indépendance. Et donc aujourd'hui, premièrement, il faut sortir du marché de l'électricité, qui est indexé sur le prix du gaz, donc le gaz allemand. Donc c'est l'Allemagne qui commande. Et non seulement ça, mais il faut absolument sortir de l'Union européenne pour avoir une indépendance complète et avoir une vraie politique énergétique fondée sur le nucléaire et à nouveau l'hydroélectricité.